Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, après notre réunion des commissions réunies sur les enjeux d'avenir des biodéchets sur notre territoire, j'ai plaisir à vous saluer toutes et tous, vous qui êtes présents ce soir pour notre séance du Conseil de communauté. Remercier très chaleureusement les équipes dirigées par Audrey Chimberlé qui sont présentes et représentées, et également Lucas et Michael de la société Cardam qui nous permettent de retransmettre en direct donc nos débats et nos votes dans ce Conseil de communauté. Je vous remercie très chaleureusement. Vous avez été donc invités, y compris par envoi dématérialisé, sur Fast DocaPost, et vous avez les éléments également sur la version informatique en disponible. Notre objectif, c'est d'utiliser le moins de papier possible, bien entendu, pour préserver l'environnement au mieux possible. En ce qui concerne les présences, je fais passer la feuille de présence et d'émargement pour notre conseil de communauté. Sont excusés Franck Bucheberger, qui m'a donné procuration, et sont excusés également Monsieur Jean-Louis Raibel, qui a donné procuration à Madame Edel Laurent, Edith Hirtz, qui a donné procuration à Monsieur Meder, et c'est tout. Nous sommes donc quasiment au complet. Merci à vous. Merci René. Nous pouvons rentrer tout de suite dans l'ordre du jour, mais avant, je souhaiterais vous rappeler la signature du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2021 et l'approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021, ou dans cette même salle où nous nous réunissons aujourd'hui, puisque la salle des fêtes est toujours prise dans le cadre de notre deuxième centre de vaccination très actif à Obernai. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à l'approbation du PV de la réunion du 15 décembre, lors duquel, d'ailleurs, nous avions débattu très largement et en détail sur les orientations budgétaires? Il n'y a pas d'opposition, donc il est approuvé. Je vous remercie. Je vous propose, comme il y a beaucoup de points à l'ordre du jour et que c'est extrêmement dense, de faire appel à l'article 8 du règlement intérieur du Conseil, où le président peut énumérer les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation et dont il fait un résumé sommaire et sollicite l'Assemblée afin de savoir si ce point doit être retenu en vue d'un examen plus approfondi en séance. À l'issue de ce premier passage en revue, les points qui ont été retenus font l'objet d'un exposé par le président. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, et les personnes qui ne seraient pas d'accord, arrêtez-moi, donc, de passer le point 3 pour les composteurs, les subventions composteurs, le point 4, si vous regardez l'ordre du jour, le point 7, 07, le point 08, le point 11, le point 13, le point 14, le point 15, le point 17 et le rapport numéro 18, donc à l'ordre du jour. Ce n'est pas que ces rapports soient moins importants que les autres, mais comme ils sont souvent dans le profil de décisions déjà prises ou d'autres délibérations, ça permet d'aller un tout petit peu plus vite, et vous nous en connaissons évidemment la genèse. Y a-t-il des oppositions? Si ce n'est pas le cas, donc je rentre dans le vif du sujet. Le point 03, c'est l'attribution de subventions pour l'acquisition et l'utilisation d'un composteur individuel sur le territoire de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Il s'agit en fait de composteurs achetés par des particuliers, des composteurs de 300 litres, 350 litres, 400 litres, 420 litres et 450 litres, 6 subventions à 20 € pour un montant total de 120 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est comme habituellement l'acquisition et l'utilisation de récupérateurs d'eau de pluie par des particuliers. Là, il s'agit de cofinancer à hauteur de 25 € une subvention donc pour un récupérateur d'eau de pluie de 300 litres. Des oppositions, des abstentions? Votées. Le point numéro 7 est concordant avec le point numéro 6 qu'on va vous présenter. C'est la demande de subvention à la région Grand Est pour la réalisation d'un espace entreprise tiers-lieu dans le cadre d'une VEFI.
il est évident qu'il y a des subventions qui sont disponibles pour notre important projet et qu'on ne va pas passer à côté, mais l'objectif, c'est de demander l'autorisation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Nous abstenons. Vous abstenez, très bien. Donc, 2 abstentions. La même chose, le point numéro 08, c'est demande de subvention à la collectivité européenne d'Alsace pour la réalisation d'un espace entreprise tiers-lieu dans le cadre d'une VFI. Donc, j'imagine, en cohérence, vous vous abstenez également. Nous abstenons également. 2 abstentions. Le point numéro 11, 38 bénéficiaires pour 3 860 achats de vélos. Je rappelle qu'on a une politique extrêmement dynamique sur l'achat de vélos avec un dispositif de subvention que nous avons reconduit. Et à ce jour, nous aurons financé, si vous êtes d'accord avec ce point, y a-t-il des oppositions? Des abstentions, ce n'est pas le cas. Nous aurons accordé des aides à 831 personnes. Vous avez la projection de ces éléments en direct. Donc 831 personnes ont été bénéficiaires avec des enfants qui ont acheté des vélos 7%, les femmes 51% et les hommes 42%. Les types de vélos, il y a 9 tricycles et vélos cargo qui ont été financés, 248 vélos classiques et 574 VAE. La totalité des aides se monte à 79 627 € et il s'agit, comme nous avons les factures que les particuliers qui bénéficient de subventions nous transmettent, ça a permis l'achat de vélos pour un montant de 1 418 570 €, donc politique très dynamique. Il n'y a pas d'opposition et là, nous votons des subventions pour 38 bénéficiaires pour un montant total de 3 860 €. Je vous remercie. Ensuite, les affaires financières, c'est l'autorisation de programme et crédit de paiement. Il s'agit tout simplement pour le PLUI, où un travail important est conduit avec un bureau d'études sous l'égide du vice-président Jean-Claude July, de lisser les paiements à hauteur de 360 000 € TTC en global sur les années 21, 22, 23 et 24. Vous avez le tableau sur les dépenses prévisionnelles à aujourd'hui, sachant que tous les projets d'APCP, autorisation de programme, crédit de paiement, peuvent faire chaque année l'objet d'ajustements complémentaires selon les dépenses déjà réalisées. C'est habituel et c'est technique. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le point 14, c'est l'autorisation de programme et de crédit de paiement pour la requalification de la voirie rue du Général Leclerc. Vous savez que cette voirie sera requalifiée de manière très importante et qu'une partie est de la compétence de la communauté de communes, notamment tout ce qui est proche des zones d'activité, des pôles d'activité, dont la Divinale. Il s'agit d'un montant total d'1,6 million € répartis en paiement sur les années 22, 23 et 24. Des oppositions? Vous avez le tableau devant vous. Des abstentions? Je vous remercie. Le point 15, c'est l'autorisation de programme et crédit de paiement, donc APCP, pour la construction du pôle administratif et technique intercommunal, où le montant total, 7 213 333 €, sont à aujourd'hui répartis en financement sur les années 21, 22, 23 et 24, avec des ajustements qui viendront sans doute. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui. Nous abstenons. 2 abstentions. Et donc 2 abstentions et les autres délégués sont favorables. Le point 17, c'est le budget principal assujettissement à la TVA du service espace entreprise. Là aussi, pour permettre de récupérer les 408 000 € de TVA qui seront impactés par le coût TTC de 2 448 000 € pour l'espace entreprise, il faut prendre cette délibération pour évidemment que la communauté de communes soit assujettie. C'est évidemment un reversement de la part de l'État. J'imagine pas qu'on vote l'inverse. Des oppositions? Des abstentions? Oui, comme nous sommes abstenus sur le restant des points concernant... Donc vous abstenez on s'abstient également. Très bien. Merci.
Donc, projet voté. Le point 18, c'est le budget annexe mobilité. Alors là, c'est une application obligatoire suite aux décrets qui ont été publiés. Et il s'agit de passer pour la mobilité de la nomenclature M4 à la nomenclature M43 en termes de présentation, parce qu'elle est beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus détaillée. Nous le verrons dans les années qui viennent, dans les comptes administratifs, bien évidemment. Des oppositions ? Des abstentions? Ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Donc, 10 points ont été présentés de manière un peu sommaire, mais toutes ces délibérations sont en ligne et toutes les personnes, évidemment les élus les ont, également dans nos communes, et toutes les personnes qui souhaitent avoir en détail les rapports peuvent les visionner sur le site internet de la communauté de communes. Pour la gestion des déchets et les politiques environnementales, je donne maintenant la parole à Norbert Motz pour le premier point. Tu me mettre le micro et le rapprocher, Norbert? Oui, c'est bon. Donc, on était en commission réunie avant cette réunion plénière. On avait une grande préparation très fine, je trouve, de l'instauration, de mise en place des biodéchets sur notre communauté de communes. Et je ne vais pas revenir sur toutes les... Je vais juste, dans un premier temps, de valider le dispositif de tri à la source, donc avec des maisons avec jardin, donc de déploiement de compostage individuel, les maisons sans jardin, immeubles, installation de bornes avec papier craft, hypercentre-ville au Bernay au village, donc déploiement d'une collecte dédiée, remise pour les particuliers de sacs de craft en stockage en biodéchets, de confier au comité de pilotage la validation des choix techniques au fur et à mesure que la situation se présente. Donc il y a des représentants de toutes les communes qui font partie de la communauté de communes. Il y a aussi le partenaire Veolia qui s'occupe de ramassage, enfin de délégataire de notre service public, et l'ADEME aussi, bien sûr. Et voilà, demande l'instauration de valider ces différents points à la commission plénière. Tout le monde est d'accord? Il y a des abstentions ou des oppositions? Merci Norbert pour la présentation qui fait suite au débat que nous avions avant. Et je donne la parole bien volontiers à qui souhaite intervenir. Oui, je suis juste dans le scénario, non, juste à la diapo précédente, dans le scénario des maisons avec jardin. Bien sûr, je ne suis absolument pas contre la possibilité de faire du tri de biodéchets, au contraire, il faut le faire. Là où je ne suis pas d'accord, c'est l'aspect technique qui impose aux maisons avec jardin un composteur. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'imposer à ces particuliers un composteur. On peut leur permettre de se retrouver dans la même situation que les maisons sans jardin, leur donner des sachets et la possibilité d'accéder à des récupérateurs de déchets, comme pourront le faire les particuliers avec maisons sans jardin. Merci pour cette intervention. Alors à ce stade-là, j'aimerais juste rajouter que les enjeux pour nous, sur le territoire de la communauté de communes du pays de Saint-Odile, 19 000 habitants, c'est de ne plus retrouver dans les bacs à ordures ménagères ou dans les dispositifs de collecte 977 tonnes, puisque le travail a été fait avec un bureau d'études. Il y a 977 tonnes de denrées biodégradables qu'on peut utiliser, réutiliser et les remettre par tous les processus à la nature. Notre objectif, il est ambitieux. Des intercommunalités se sont déjà lancés dans ces projets avec des ajustements. Sans doute que des ajustements viendront au fur et à mesure du temps. Et nous avions voté la dernière fois le principe
que la commune de Bernardsvillers sera commune test dès 2022 pour un élargissement à l'ensemble de la communauté de communes ultérieurement. Et donc nous verrons ces points-là, bien entendu, mais 977 tonnes, c'est considérable. Il faut préserver notre planète et recycler les biodéchets, on en est tous convaincus. Je mets ce point au vote. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez donc une voix contre, je crois. Okay. Ensuite, j'aimerais juste revenir sur le point des délégations permanentes donc pour le trimestre dernier. Vous avez vu l'ensemble des délégations permanentes qui sont passées d'ailleurs chaque fois en bureau des maires, et j'aimerais remercier aussi le travail qui est fait par les commissions d'appel d'offres, puisque c'est un travail considérable avec tous les points qui sont énumérés. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre avec le lauréat du concours de maîtrise d'œuvre pour l'opération de construction du pôle administratif et technique de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Nous avons donc déjà eu 2 délibérations pour le terrain de 43 arts à l'entrée de ville le long de la 426, à côté du Sycomore et en marge du Préau. Je rappelle que la communauté de communes et nos effectifs fonctionnent aujourd'hui dans des logements sociaux depuis plusieurs décennies, y compris les agents du PETR, du CIVOM du bassin de l'Aisne. Bref, nous ne sommes pas dans des situations favorables, surtout pour accueillir les centaines de concitoyens qui viennent régulièrement à la communauté de communes. D'ailleurs, nous ne sommes pas aux normes. Et donc, nous avons travaillé pendant 20 ans, dans le cadre de notre intercommunalité, pour mettre en avant tous les projets et les services pour nos concitoyens, que ce soit les pistes cyclables, le RAM, les périscolaires, les équipements aquatiques, etc. Et maintenant est venu le moment, ce qui est validé par une grande majorité, pour construire un pôle administratif et technique qui doit être un bâtiment passif, extrêmement performant et qui doit nous permettre de travailler dans des conditions qui soient optimales. Donc nous avons un budget global de 5,5 millions d'euros hors taxes, avec des locaux administratifs pour 1477 mètres carrés en surface utile, des stationnements souterrains également, et qui permettra d'y stationner les vélos en complément et également d'y entreposer ce qui est nécessaire. L'emprise d'études, c'est 4278 mètres carrés arrondi à 43 arts, et le bâti total fait 3711 mètres carrés. Les délais, l'objectif de livraison de l'équipement, c'est à l'automne 2024. Je remercie toutes les personnes qui ont participé au concours d'architectes, puisque nous avions la chance d'avoir 50 groupements d'architectes et de bureaux d'études, y compris d'ailleurs des étrangers, qui se sont intéressés à notre projet. Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné 4 équipes, 3 équipes pour concourir et un réservataire, et à l'unanimité du jury, où étaient représentés également les architectes, donc leur chambre syndicale, nous avons voté, alors qu'on ne savait pas qui était derrière les projets, puisque les projets sont présentés sans que nous connaissions le nom des agences, donc c'est en aveugle complètement, et c'est donc l'agence qui s'appelle Agence, A-J-E-A-N-C-E, de Célestat, dont le responsable est M. Ribert, que nous avons reçu depuis. Et vous avez dans le rapport l'ensemble du groupement d'opérateurs avec le cabinet d'architecture, le bureau d'études Dynamix, le bureau d'études Solares Bauen pour les prestations fluides, performance énergétique et électricité, le bureau d'études Seine Acoustique pour les prestations relatives à l'acoustique du bâtiment, le bureau d'études Echoes pour la prestation d'économie et la construction, et le bureau d'études Acte Bois pour les prestations afférentes aux structures bois du bâtiment. Vous avez le visuel qui est présenté, qui sera mis en ligne de telle manière à ce que nos concitoyens puissent découvrir les planches qui nous ont été remises par l'architecte, le bureau d'architecture lauréat. Et depuis, bien entendu, nous avons eu une séance de travail déjà de 2h30
en mairie pour l'amélioration, puisque la règle du jeu nous permet maintenant d'améliorer, d'ajuster et de voir les aménagements intérieurs, l'organisation, la fonctionnalité, la qualité environnementale, la performance énergétique, l'entretien et maintenance, le calendrier d'exécution. Vous avez ensuite les caractéristiques générales du marché public de maîtrise d'œuvre, avec tout ce que la mission comporte et doit faire. L'ensemble des groupements des architectes et bureaux d'études avait un coût prévisionnel sur les 5 500 000 € de coûts travaux qui était à 15,40%, c'est-à-dire 847 000 €. Lorsque nous nous sommes d'honoraires, en tout, lorsque nous nous sommes rencontrés, évidemment, ça fait partie de la négociation. J'ai négocié rapidement d'ailleurs avec M. Ribert, qui a accepté qu'on arrondisse le pourcentage à 15%, et donc, après négociation, c'est devenu 825 000 €. Ça permet quand même de faire une économie de 22 000 €, et je tiens à remercier l'agence d'architectes qui, avec élégance, a répondu à notre sollicitation. Vous avez ensuite le dispositif de délibération, avec, où on prend acte de l'attribution de ce marché public au cabinet d'architecture avec l'ensemble des bureaux d'études qui sont autour, de rappeler donc la négociation à hauteur de 825 000 € hors taxes pour les honoraires, et donc me permettre de signer toutes les pièces pour aller plus loin dans ce projet. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce point? Sinon, je le mets au vote. Qui est favorable? Opposition? Abstention? Donc 2 abstentions. Ensuite, le point suivant, c'est la conclusion d'un contrat de vente en l'état futur d'inachèvement de locaux en copropriété dédiés à la création d'un espace entreprise sur le territoire de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile. Alors, ça fait des années que nous travaillons, pour certains déjà depuis 2-3 décennies, avec tous nos chefs d'entreprise, les acteurs économiques. Certains d'entre nous étaient encore présents lundi soir à la très belle Assemblée générale redynamisée de l'apéro, de nos associations de promotion économique de la région d'Aubernais, avec également des nouveaux venus, des nouvelles venues qui veulent redynamiser cette association. Nous avons la chance d'avoir ici, sur le territoire, et ça a encore été dit par le Premier ministre qui était en visite samedi, nous avons la chance d'avoir une dynamique économique qui est assez exceptionnelle, 18 000 habitants, près de 11 500 emplois. Notre problème, c'est comme ailleurs, de l'ordre de 500 emplois qui ne sont pas pourvus, mais ça c'est général à la France dans tous les territoires. Et c'est justement quand les feux sont plutôt au vert, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des secteurs d'activité économique qui ne souffrent pas, mais une majorité se porte plutôt bien, malgré 2 ans de crise Covid. C'est là qu'il faut aller plus loin. Et or, nous avons aujourd'hui des mutations dans le domaine des entreprises, où celles qui sont en place se remettent en question pour des investissements d'amélioration pour inventer le futur, que ce soit les commerçants jusqu'aux très grandes entreprises, en passant par les ETI, les PME et les artisans. Mais il y a également la nécessité d'offrir des solutions à ceux qui initiaient des nouvelles activités économiques, et c'est ce que nous avions validé déjà dans un premier temps, pour porter une majorité de conseillers municipaux de nos 6 communes sont très favorables à ça, un pôle important qui puisse être donc un tiers-lieu, ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace de coworking et d'initiative sur le territoire. Je tiens à rappeler qu'un tel tiers-lieu espace de coworking est en place déjà à Crottergersheim sur une initiative privée coportée également par la commune de Crottergersheim, et que c'est bien évidemment l'avenir pour une partie du développement économique, les nouveaux emplois, et donc nous faisons la promotion de toutes ces activités. Mais là, nous allons plus loin. C'est un défi qui est important. Dans le cadre de la restructuration de la friche industrielle La Divinale, je rappelle que la friche industrielle La Divinale abritait avant une cave coopérative qui a été, à un moment donné, une des plus belles caves, d'ailleurs, il y a quelques décennies, et depuis 20 ans, elle a connu des soubresauts, jusqu'à être rachetée par les caves de Bestheim il y a une douzaine d'années, qui imaginaient hypothétiquement des projets qui ne se sont jamais faits. Et donc, c'est un promoteur, aménageur, constructeur dans les bâtiments économiques et industriels,
industriel qui s'est porté acquéreur, et la ville d'Obernai, la communauté de communes qui a compétence, a exprimé à l'opérateur en question d'abord ce qu'elle ne souhaitait pas sur le territoire. Inutile de rajouter des milliers de mètres carrés de surface de grande distribution, puisque nous avons ce qu'il faut ici, aujourd'hui, sur le territoire. Et comme vous le voyez sur la diapo qui est projetée, nous avons été favorables à la construction de 2 bâtiments. Un bâtiment est complètement utilisé par un groupe qui est dans le domaine de l'immobilier. Ce bâtiment que vous voyez, donc le 2e étage, il est proposé que la communauté de communes en fasse l'acquisition sur une surface globale d'environ 660 mètres carrés en tout, et qu'il y ait d'autres activités évidemment là-dessus. Nous avions voté aussi le principe de mettre en place des ombrières photovoltaïques à côté, sur les parkings adjacents, comme vous le voyez, de telle manière à produire de l'électricité, donc directement la communauté de communes, sur les parkings adjacents. Nous avons accepté aussi l'installation d'un nouveau pôle d'aliments frais de l'enseigne Fraîche, qui est une petite enseigne qui est dans le groupe Grand Frais, d'une part, d'environ 500 mètres carrés, et il y aura un restaurant complémentaire. Les cellules économiques, 14 en tout, qui sont fabriquées et qui sont construites à l'heure actuelle, qu'on voit à l'arrière, ont été toutes commercialisées. Et il y a d'ailleurs quelques personnes qui sont déçues parce qu'elles n'ont pas pu acquérir des cellules et elles en avaient besoin. Donc toutes les personnes, des entreprises existant déjà dans le territoire ou d'autres nouvelles, vont s'installer. Donc ce nouveau pôle économique va connaître donc entre 150 et 200 nouveaux emplois dans l'année et demie qui vient, puisque la construction avance très très rapidement. Vous avez le dispositif qui vous est proposé avec les caractéristiques du contrat de vente en l'état futur d'inachèvement par la communauté de communes. En général, on parle de VEFA, lorsque des gens achètent des produits qui sont terminés. Là, nous, on va faire l'aménagement intérieur nous-mêmes, bien entendu. On en a les compétences et les opportunités. Il y a 21 places de stationnement également qui sont équipées d'ombrières photovoltaïques et certaines avec bornes à recharge. Nous mettrons également garage à vélo, bien entendu, à ce niveau-là. Et il est proposé donc d'acheter le lot numéro 9 au premier étage, un local professionnel, ainsi que les tantièmes des parties communes pour une surface totale des parties, hors parties communes de 108,60 mètres carrés. Surface totale, les parties communes incluses, 121,60 mètres carrés. D'acheter également le lot numéro 11, un lot professionnel qui comprend du premier au 2e étage un escalier, au 2e étage un dégagement, local professionnel, local technique et une terrasse, ainsi que le tantième des parties communes, avec une surface totale hors parties communes de 483,30 mètres carrés. La surface totale du foncier bâti que nous achetons est de 662,90 mètres carrés, et un certain d'entre nous avions visité à l'automne de l'année dernière le chantier. Le lot numéro 237, nous l'acquérons également, avec une ombrière et une aire d'appui des ombrières, ainsi que le tantième des parties communes, ainsi que l'ombrière, le lot numéro 238, de la même manière. La surface totale des ombrières, c'est 598 mètres carrés. Ces lots sont intégralement destinés à l'activité espace-entreprise tiers-lieu portée par la communauté de communes du pays de Saint-Odile et feront partie du domaine privé de la communauté de communes. Je tiens à dire que dans cette salle, il y avait une réunion il y a 15 jours qui était extraordinaire, où nous avons passé 2 heures et demie avec les maires, avec les forces économiques de notre territoire, une partie d'entre eux, avec le diagnostic et l'étude que nous avons commandée au cabinet Lestou, mais également à la CCI. La Chambre de consommation d'industrie. Et aujourd'hui, nous avons des supports qui vous seront transmis lorsqu'ils seront finalisés, bien entendu, avec une analyse dans tous les domaines commerciaux de l'évasion, des comportements d'achat de nos concitoyens, des forces de notre territoire, de son attractivité, mais également des faiblesses. Et nous travaillons, donc il y aura des séquences plus larges avec tous les élus pour permettre de partager l'ensemble de ce diagnostic dont les moutures finales vont venir avec des séquences de travail en atelier début mars, dont les dates sont déjà fixées,
et qui permettront d'aller plus loin. C'est lorsque l'économie générale d'un territoire n'est pas trop mal, ce qui est le cas chez nous, qu'il faut redoubler d'efforts de telle manière à permettre des initiatives. Et c'est ce qui est proposé par l'achat donc en VFI de ce ténement pour un montant de 1 340 000 € hors taxe, les 21 places de stationnement évidemment, et les différents lots tels que décrits. Alors, il est proposé au Conseil de communauté de valider cet achat, donc pour 1 340 000 € hors taxe, et donc décomposé pour les lots, les lots 9, 11 et 21 places de parking à 1 100 000 € hors taxe, pour les lots 237 et 238 à 240 000 € hors taxe, puisque nous récupérons la TVA, et bien entendu de m'autoriser à signer tous les éléments pour avancer sur ce projet qui pourra être opérationnel, si tout va bien, à la fin de cette année ou début d'année prochaine, d'ici 1 an. Et nous avons déjà aujourd'hui des personnes qui nous sollicitent, qui ont entendu parler de ce projet, qui cherchent des locaux. Et comme nous avons également les compétences en interne avec la venue du manager économique, nous travaillons sans cesse sur ce projet, tout comme nous travaillons également sur l'avancée et l'évolution du parc d'activités du Brour. Voilà pour l'exposé général de ce projet. Comme on en avait déjà débattu, vous voulez intervenir, allez-y. Oui, chers collègues, Monsieur le Président. Une chose concernant ce projet qui avait été évoqué lors de la présentation de la stratégie de développement économique par la communauté de communes, une réunion fort intéressante avec des développements possibles que vous avez évoqués. Ce projet de tiers-lieu avait été évoqué et il semblait intéressant. Il avait été dit à ce moment-là qu'une étude d'opportunité de positionnement serait faite. D'ailleurs, elle a eu lieu, il me semble, puisque sur les réseaux et sur le site de la communauté de communes, les entreprises et les institutionnels étaient invités à répondre à un questionnaire sur les besoins, puisqu'il nous importait de savoir quel était le besoin par rapport à ce type de tiers-lieu. Donc 600 mètres carrés, 1 300 000 € hors aménagement, c'est une somme importante pour de l'argent public. Nous nous étonnons que nous n'ayons pas eu de retour sur cette étude d'opportunité qui aurait été bienvenue. Donc nous souhaiterions, ou nous aurions souhaité que soit présenté le rendu de cette étude pour mieux cerner le besoin, avec une approche également économique, d'un business plan. Vous n'êtes pas sans savoir que la presse locale a récemment fait état de projets similaires, à la fois privés et publics, à la fois, donc, sur la vallée de la Bruche, sur Célestat, sur Strasbourg, sur Ensheim. Le questionnement donc, de savoir comment allait s'inscrire ce tiers-lieu dans cette offre qui semble aujourd'hui intéresser beaucoup de monde. Donc, n'ayant pas ces éléments d'appréciation, notre groupe s'abstiendra, puisque nous estimons que nous n'avons pas tous les éléments d'information pour apprécier le bien fondé de ce projet et sa bonne insertion dans le cadre économique du Piémont des Vosges. Très bien, merci Madame Edel Laurent. Alors, vous êtes cohérent avec vous-même puisque vous vous abstenez, y compris sur les points précédents qui ont été évoqués sur ce tiers-lieu. Vous avez le droit d'être en contradiction totale avec vous-même puisque vous aviez annoncé lors des élections municipales d'Aubernais qu'il fallait créer un espace de coworking, je crois, d'une part. Deuxièmement, l'étude d'opportunité que nous faisons avec M. Lestou montre bien la nécessité d'avoir également l'offre d'un tiers-lieu puisque ça manque terriblement ici sur notre territoire. Je rappelle que lorsqu'on utilise des mots comme tiers-lieu, coworking, ça fait très fun, mais nous avons déjà eu des cas par le passé. Moi, quand j'étais premier adjoint au maire en 2000, j'ai rencontré à l'époque le directeur général actuel de l'entreprise Grippel, qui est venu me voir pour développer une nouvelle activité. Personne ne connaissait Grippel,
Personne ne connaissait M. Denis Antony, et moi je l'ai emmené à l'époque dans les locaux de Supra pour qu'il trouve une plateforme de 80 mètres carrés pour s'installer. La suite, c'est devenu l'entreprise Grippel à Aubernais, qui aujourd'hui s'est implantée avec un site, avec le siège européen, et qui a créé à Aubernais 150 emplois. Deux, je ne veux pas être trop long, sinon je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Le coworking et le tiers-lieu, ce n'est pas une émanescence récente. Avant, on bricolait, si je puis dire, quand quelqu'un nous interpellait pour un local, pour des bureaux, on essayait de lui trouver des solutions. Aujourd'hui, on va plus loin, on propose une plateforme. La deuxième chose, nous avons lancé l'appel à toutes les personnes qui le souhaitent à travers les plateformes, pour qu'elle se fasse connaître, et nous avons un retour qui continue à venir, et nous le répondrons, et chaque chose en son temps. Je pense que vous cherchez une mauvaise excuse à ce niveau-là, mais c'est votre choix. On laisse le temps, puisque ce centre sera opérationnel dans 1 an, donc à voir projet par projet les personnes qui viennent, et bien entendu, d'abord il y a des contacts, la vie se passe ainsi, des personnes nous interpellent, j'aurais hypothétiquement un projet, qu'est-ce qu'il vous faudrait? On se rencontre, on discute, on échange, ils font des fiches, et à partir de là, on voit ce qu'on est en train de construire leur convient, ou ne leur convient pas, ou s'il y a d'autres solutions, ou d'autres alternatives, parce que ça ne correspond pas forcément à l'ensemble de ce qui est proposé dans un tiers-lieu. Donc, et au fur et à mesure, on sait aujourd'hui qu'on a des demandes extrêmement fortes, avec une expérience déjà à Crotter-Gersheim à ce niveau-là, et que les demandes seront présentes. Donc, il y a un temps pour tout. Au courant de ce printemps, lorsque nous aurons la synthèse des premiers créateurs d'entreprises ou petites entreprises, ou celles qui sont dans le numérique, qui ont besoin de locaux, bien entendu, comme nous le faisons, chaque chose à son temps, l'ensemble des délégués communautaires et les membres des conseils municipaux auront des éléments en retour. René. Oui, je voudrais juste intervenir pour dire que l'étude n'est pas terminée. Ils sont encore en train de bosser, ils vont encore rencontrer, quand je dis ils, ce sont plusieurs personnes, évidemment, vont encore rencontrer des artisans, des commerçants. Donc la fin de l'étude est programmée pour la fin du mois de mars. On aura le rendu à la fin du mois de mars. Et lors du conseil communautaire du mois d'avril, nous prendrons donc la décision de le mettre en place. Je rajouterai un point. Donc, on aura toutes les connaissances à ce moment-là. Merci René, il y avait à la tête, nous travaillons bien évidemment avec la plateforme également de Mutsik et d'autres plateformes, je tiens à le préciser, qui sont autour de la table lors de toutes nos réunions de travail, et pour trouver des complémentarités. Je donne juste un exemple. Il y avait à la tête du groupe Aguerre un directeur général qui était en place pendant 11 ans. Cette personne a quitté Aguerre il y a 6 ou 7 ans, est venue me trouver et donc développait une nouvelle entreprise, une vraie start-up, et c'est moi qui l'ai mis en contact. Il n'avait pas la connaissance, alors que c'était le directeur général de Aguerre à Aubernais, il n'avait pas la connaissance d'une plateforme qui existait à Mutsik, qui avait été initiée déjà il y a 15 ans. Et son entreprise s'est fondée. Elle a grandi, et aujourd'hui, bien évidemment, qu'elle a grandi, il est allé dans d'autres locaux. Donc, mais je pourrais démultiplier les contacts que nous avons eus ces dernières années. Donc, les profils des chefs d'entreprise sont très, très différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient peut-être il y a 20 ans, parce qu'il y a d'autres activités économiques numériques qui se sont développées, mais on croit très fort, évidemment, dans ce projet qui sera tout à fait extraordinaire. Je mets ce point au vote. Oui ? J'aimerais simplement préciser que nous ne sommes pas opposés à ce type de projet. Simplement, il nous semblerait plus avenu d'avoir une présentation complète des besoins et donc d'acter alors cet achat important dans un deuxième temps, puisque aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas du tout d'informations en retour, et ce qui motive donc notre abstention. Bien sûr, mais on entend bien, c'est toute la différence entre un groupe majoritaire qui est audacieux, qui ose prendre des risques. Je me fais fort de dire que l'année prochaine,
Il y aura mise en service de début d'année de ce tiers-lieu, et ensuite il faut 6 mois à 1 an, c'est ce que nous avons vu à Haguenau également, avec Claude Castero, un ami proche, qui, avec le soutien de la municipalité, a mis en place un tiers-lieu qui est très opérationnel. Ensuite, il faut le temps du remplissage, et 2 ans après, évidemment, vous avez toutes les activités qui se développent, et le risque qu'il y a, c'est qu'à peine mis en place, ou 6 mois après, que les surfaces ne soient pas suffisantes. Donc, dans la vie, on l'a vu avec tout ce qu'on a fait par le passé, les périscos, les équipements aquatiques et tout le reste, il faut de l'audace, il faut avancer. Et quel est le risque? En plus, il n'y a aucun risque, puisque nous avons... Imaginons, je l'ai déjà dit en interne, je le dis très librement, imaginons que cette plateforme fonctionne bien pendant 5 ou 10 ans, et que l'économie, qui n'arrête pas de se transformer et d'évoluer, fait que la communauté de communes, admettons, dans 10 ans, n'aurait plus besoin de cette plateforme. Ben, j'imagine que la plateforme que nous achetons, donc à peu près 2 millions d'euros de budget, sur le marché, vaudra toujours cela. Donc en plus, le risque financier que nous prenons est extrêmement modéré, voire inexistant pour l'investissement. Inexistant pour l'investissement. Et ensuite, c'est à nous de mettre en place les barèmes de telle manière qu'une partie du fonctionnement, la communauté de communes est tout à fait prête, j'allais dire, en étant l'instigateur, de participer aux frais de fonctionnement. L'objectif, après, c'est d'aller vers les meilleurs équilibres de fonctionnement possibles pour tout ce qu'on a déjà dit très largement. Enfin, c'est un projet totalement enthousiasmant et attendu par des personnes, y compris qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qui sont en train de se manifester. Je mets ce projet au vote. Qui est favorable? Qui est contre? 2 abstentions, c'est noté. Le point suivant, donc c'est René Hult qui nous présente le point 09. Donc on reste toujours dans le même esprit, hein, puisqu'il s'agit de la stratégie de développement économique durable du territoire. On vous propose de donner une subvention à Bruges-Piémont-Mossic pour un partenariat. Cette subvention se monte à 30 000 €. Donc on travaille bien en symbiose sur l'ensemble du territoire du Piémont pour que le développement économique se passe bien. On ne travaille pas l'un contre l'autre, on travaille l'un avec l'autre. La présence de la personne lors de notre rencontre était tout à fait opportune et bien agréable à écouter lorsqu'elle parlait du développement économique du Piémont. Donc je vous propose de prendre la délibération numéro 9, où il s'agit de donner 30 000 € de subvention à cette association. Des oppositions? Des abstentions? C'est voté. Le point 10, Valérie Rucher. Oui, moi je vais vous parler de la création d'un partenariat label qualité accueil des commerçants avec la CCI d'Alsace Métropole. Alors, juste pour petit rappel, la communauté de communes du Pays de Centre-Odile est compétente en matière d'action de développement économique pour l'aménagement et la gestion et également pour la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales. Les élus de la communauté de communes ont approuvé par délibération en novembre 2021 une stratégie de développement économique durable pour la période 2021-2025. Et en fait, cette stratégie est structurée et tourne autour de 4 axes principaux. Le premier, c'est favoriser la performance durable des acteurs économiques. Le deuxième axe est de créer du lien entre les acteurs économiques du territoire. Et le troisième axe, améliorer l'offre du territoire. Et enfin, le quatrième est la valorisation de l'économie du territoire. Le partenariat serait contractualisé entre la communauté de communes et la CCI Alsace et Eurométropole dans le cadre de l'axe 4, donc valoriser l'économie du territoire. Alors, par rapport à ce partenariat, la CCI a déjà initié les trophées de l'accueil, transformés en label qualité accueil, et cette initiative marque bien cette volonté d'entraîner les commerçants dans une démarche structurée. Donc, les engagements sont réciproques entre la CCI et la CCPO. Et donc, je vous propose... Alors, compte tenu de ce qui précède, la CCPO a donc tout intérêt à contractualiser ce partenariat pour aider ses commerçants.
Il y a un descriptif financier, bien évidemment. Le programme de l'opération permet de verser à la CCI Alsace Eurométropole une participation forfaitaire de 124 € hors taxe, soit 148,80 TTC par point de vente audité. La durée totale du partenariat, c'est 12 mois, 1 an, à compter du mois de janvier 2022. Et donc, je propose donc de voter ce partenariat. Merci Valérie pour la présentation. Merci d'abord à tous nos commerçants sur les territoires, les plus anciens des familles de commerçants, les franchisés, les individuels et également ceux qui se sont installés sur notre territoire dans les dernières années. Comme on a des contacts très très fréquents avec les uns et les autres, et on a beaucoup parlé lundi soir à Nidernais lors de l'AG de l'apéro, et il y a dans cette période et dans beaucoup de cercles une vraie envie d'aller plus loin. 2, merci également à la CCI dont nous sommes partenaires, parce que ce partenariat n'est pas nouveau. Tous les ans ou tous les 2 ans, lorsqu'il y avait des récompenses pour la qualité d'accueil et la remise des trophées, nous étions présents, et j'ai encore en tête boulangerie, autres magasins qui ont été lauréats de trophées récemment. 3, comme l'a dit Valérie, l'objectif c'est d'aller plus loin, parce que nous avons plus de personnes qui veulent faire cette labellisation, l'accueil qualité. Et ça va de pair avec tout ce que nous avons fait depuis le Covid, consommer local, bilan carbone en adéquation, produits de qualité, bref, c'est une vraie cohérence totale. Et cette labellisation sera extrêmement forte, et le fait de pouvoir aller vers autant de magasins qui puissent être labellisés chaque année sera une avancée considérable, puisqu'en général, c'est les meilleurs qui déteignent sur ceux qui ont encore du chemin à faire. Très enthousiasmant. Des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 12, c'est Claude Kraus qui nous le présente. Oui, donc c'est en coordination avec la ville d'Aubernais sur le plan vélo qu'ils ont adopté donc pour 2021-2024. Et comme ce plan vélo va être fait, on propose de faire des travaux en compétence avec la ville d'Aubernais sur l'eau potable et l'assainissement. Donc les axes du plan vélo, les principaux axes sont la rue du Maréchal Juin, la contournante, la rue du Général Gouraud, du Général Leclerc et les voies vertes du stade et de la colline. Donc, en coordination avec la ville d'Aubernais, donc le marché de maîtrise d'œuvre a été conclu en juin 2021 avec un groupement de commandes avec le bureau d'ingénierie CERU et le cabinet d'urbanisme et de paysage 120 GR. Donc, ce plan est de 2021 à 2025. Ça comprend donc, le projet est quand même une création de 2600 mètres linéaires de pistes cyclables à site propre avec 2 voies vertes et 2020 mètres linéaires et 760 mètres linéaires d'itinéraires cyclables. Donc en même temps, quand ces travaux vont être faits, on va en profiter pour faire quelques ajustements en assainissement et en eau. Donc la première section qui est faite, donc ce sera la rue du Maréchal Juin. Là-dessus, effectivement, c'est au niveau du gératoire des Champs Verts que la communauté de communes procédera au déplacement d'un tronçon de canalisation d'eau potable de diamètre 250 et renouvellement de 10 mètres linéaires de conduite d'eau potable en fond de crise, diamètre 1100. Et à la contournante, il y aura effectivement des travaux aussi de renouvellement d'un tronçon de canalisation d'eau potable en fond de crise de 100 à 150. Dans la rue du Général Leclerc, il y aura la création, donc il y aura effectivement, on renouvelera une conduite d'eau potable en fond de crise par une fonte ductile en diamètre 150, ainsi que les branchements d'eau potable concernés. Et un passage caméra sera fait aussi pour voir et éventuellement reprendre quelques branchements qui sont cassés. Dans la rue du Général Leclerc, donc la section de Pully à Goessely, la CCPO procédera au gainage de 200 mètres linéaires de réseau d'assainissement. Et aussi, donc, il va procéder au renouvellement de conduite d'eau potable sur 170 mètres linéaires avec un diamètre de 150 et 150 mètres linéaires avec un diamètre de 100. Pour la rue du Général Gouraud, donc l'itinéraire mixte sera de 250 mètres linéaires.
la commune d'Ancône va donc renouveler 365 mètres linéaires de conduite d'eau potable en fonte, ductile de diamètre 250 et 260 mètres linéaires de conduite d'assainissement béton en diamètre 1200. Et tout ça, donc, c'est quand même un certain coût. Donc, en totalité, sur les différentes rues qui vont être refaites en totalité, la communauté de communes du Pays de Saint-Odile aura un budget de 2 625 204,95 €. Donc, qui se décompose pour l'eau à 614 000 €, pour l'assainissement 856 000 €, et donc et pour la voirie aussi du fait du rue du Général Leclerc pour la zone de la Divinale. Donc, on est pour 1 154 000 €. Et ça, tout ça, c'est planifié pour 2022, 23, 24 et 25. Très bien. Merci pour la présentation de ce rapport, Claude, qui ne concerne pas que la ville d'Aubernais. La ville d'Aubernais, c'est la ville-centre, et beaucoup de personnes qui viendront, j'allais dire, des villages aux alentours pour se rendre à Aubernais en vélo, parce que c'est de plus en plus, et évidemment, bénéficieront tous, même si c'est un projet, évidemment, aubernois partagé par la communauté de communes, avec la participation à hauteur de 400 000 € de la CEA. Je mets ce point au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est René Hull qui nous le présente. Comme Monsieur le Président l'a évoqué tout à l'heure, donc le point suivant concerne la création d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour l'acquisition et l'aménagement d'un espace entreprise intercommunal. Donc la bonne organisation des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire, mais la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement est une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire. Donc voilà, vous avez tous lu la délib puisque vous en aviez été destinataire il y a quelque temps déjà. Je ne vais pas revenir là-dessus et vous lire tout ça. Ça concerne donc la création et l'aménagement d'un espace d'entreprise intercommunal dont on en parlait tout à l'heure. Ce programme s'établit, cette autorisation de programme est d'un montant de 2 040 000 € hors taxes. Donc voilà, ça permet de évidemment mieux payer et suivre les paiements au niveau budgétaire. Voilà. Je tenais à ce qu'on présente ce point-là quand même, parce qu'il permet d'évoquer deux choses. Un, le tableau nous montre bien le différentiel de TVA qu'on peut récupérer, le fait qu'on ait voté l'assujettissement, les 408 000 €. Et je tiens à préciser sur le coût total de la plateforme qui nous sera livrée brute, qui coûte 1 340 000 €. Pour les fonds propres de la communauté de communes, puisqu'il y aura autofinancement là-dessus, si vous en êtes d'accord, il est prévu que 66% y soient consacrés, c'est-à-dire 887 200 €. Il est attendu de la part de la région une subvention de 158 000 €, c'est conséquent tout de même, et de la collectivité européenne d'Alsace, 294 800 €. Donc, qui sont contributeurs, puisque les deux collectivités, la région a compétence en matière économique, mais sur une partie du développement, la CEA cofinance également, qui est à travers un certain nombre, je regarde Robin, de dispositifs également présents en économie, donc ce qui nous permettra des cofinancements. Donc René a rappelé la création de l'autorisation de programme. Là, ce n'est pas la CPPC, mais on y reviendra. Et deux, ça me permet aussi de rappeler le poids financier réel que ça aura pour la communauté de communes, puisqu'entre la récupération de la TVA et les deux subventions, l'impact financier sera évidemment moindre. Est-ce qu'il y a des oppositions à mettre en place cette autorisation de programme? J'imagine qu'il y a 2 abstentions qui vous concernent. Très bien. Merci. Le point suivant, c'est le point 19. Claude Kraus. Donc, c'est pour la reprise anticipée des résultats de l'exercice clos 2021. Donc, la présente délibération vise à constater les résultats prévisionnels de l'établissement public par budget et à déterminer le montant des reprises afin de les intégrer dans le budget primitif 2022, garantissant ainsi la sincérité budgétaire des comptes de la communauté de communes du Pays de Saint-Odile.
Donc, le budget principal, les résultats du budget principal sur 2021 est un résultat positif à 8 286 080. Donc, pour les budgets annexes, pour le budget mobilité, on est à un résultat positif de 77 204. Pour le budget des gens du voyage, il reste 7 856 €. Donc, pour le budget annexe de la zone d'activité du Brour, donc là, effectivement, comme les ventes du terrain ne sont pas encore faites et qu'on a dû acheter les terrains et les travaux commencés, donc on est en négatif de 621 165 €. Le budget des ordures ménagères, donc en résultat global, on est positif à 948 424 €. Le budget annexe de l'eau, on est en positif à 721 039 €. Et le budget annexe de l'assainissement, on est en positif de 698 287 €. Donc, c'est ce qu'il faut voter. Le budget principal, disposer de 8 millions d'euros, nous en avons besoin, beaucoup de projets, bien entendu. Et en dehors du parc d'activité du Brour, où il y a d'abord les dépenses et ensuite les recettes, bien entendu, comme dans tout aménagement de parc économique, mais au-delà de ça, on a dans toutes nos compétences les budgets annexes, des situations qui sont saines et des perspectives forcément qui sont favorables. Mais je redis qu'il faut être vertueux encore plus, et nous le faisons lorsqu'on a des situations où on peut entrevoir des projets. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Ce point est voté. Le point suivant, c'est la fixation des allocations compensatrices dans le cadre du passage à la fiscalité professionnelle unique. Je ne vais pas redire ce que je dis chaque année en détail, puisque maintenant, c'est bien inscrit dans nos mémoires avec les dispositifs qui ont été mis en place, non seulement après la mise en place des dispositifs complets de substitution de la taxe professionnelle, et d'autre part également la collégialité d'utilisation de l'argent public sur notre territoire. Vous avez le rappel de la fixation des allocations compensatrices dès 2007, le rappel de la fixation des allocations compensatrices 2021, ça a été validé tout à l'heure, juste avant la séance, par la CLECT, qui a obligation évidemment de statuer, et vous avez ensuite les allocations compensatrices qui sont proposées pour 2022 à hauteur de 5 573 465 €, avec les tableaux qui montrent ces allocations compensatrices depuis 2016, et il vous est proposé donc de voter ce principe. Est-ce qu'il y a des oppositions? Vous voulez intervenir? Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Donc, ce point rejoint la question orale que nous avons posée concernant le rapport sur l'évolution de ces contreparties et de ces compensations suite à la mise en place de la fiscalité professionnelle. Nous avons pris connaissance des allocations définies pour 2021, notamment suite au transfert de la compétence mobilité. Et nous ne siégeons pas dans la commission, la CLECT, donc, qui analyse ces propositions. Nous n'avons pas d'éléments d'information aujourd'hui. Nous avons vu que 75 000 € apparaissent par rapport au budget mobilité. Nous aurions souhaité avoir en amont, là aussi, une information. Et donc, la réponse que vous nous avez apportée sur le rapport sur la fixation des allocations compensatrices qui sera vue ultérieurement nous apportera sans doute un éclairage. Mais aujourd'hui, lors de cette réunion, nous savons que le budget mobilité apporté à la ville d'Aubernais par le versement mobilité, plus de 700 000 € liés au versement transport. Aujourd'hui, au budget de la Comcom, il y a plus d'1 million d'euros qui seront sans doute versés, puisque l'assiette est un peu élargie sur le territoire. Et donc, nous n'avons pas d'infos pour savoir comment cette somme a été définie. Donc, nous nous abstiendrons là aussi sur ce point. Très bien. Donc, la loi mobilité, on avait évoqué cela ensemble, et je pensais que j'avais donné l'information à ce moment-là, lors d'une des réunions,
en disant qu'on a la chance d'avoir une dynamique du versement transport, aujourd'hui devenu versement mobilité, depuis le 2015, lorsque la ville d'Aubernais l'a institué. Premier point. 2, cette recette extrêmement dynamique, il a été proposé dans le cadre, et on l'avait dit ça, vous n'étiez peut-être pas présente, je ne sais pas, qu'il serait reversé pour très grande partie, donc dans le cadre du transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes. 3, par contre, comme la recette est extrêmement dynamique et permettra de développer tous les axes d'orientation, notamment les 10 axes qui sont dans la loi mobilité, la ville d'Aubernais est légitime pour conserver un montant de 150 000 € par an qui seront dans les AC. Donc c'est l'explication aujourd'hui. Et le 4e point par rapport à votre question qui rejoint ça, c'est le rapport quinquennal 2016-2020 qui sera présenté à la réunion du mois de juin 2022, qui fera état de tout cela en détaillé. Voilà pour explication. Et évidemment, donc je mets ces éléments au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 2 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le budget primitif avec la fixation des taux d'imposition pour l'exercice 2022. Par délibération du 28 octobre 2015, la communauté de communes du Pays de Saint-Odile a instauré à compter de l'exercice 2016 la fiscalité professionnelle unique. Alors on se rend bien compte que les gouvernements se suivent et ne se ressemblent pas, que ce qui est édicté par Bercy, pour faire extrêmement simple, est toujours, si plus vous vous unissez pour les territoires, plus vous partagez sur les territoires, et plus vos dotations seront fortes. Or, on constate que ce n'est pas le cas, puisque vous avez tous les tableaux dans ce rapport, et j'invite également nos concitoyens, même si c'est un peu fastidieux, à les regarder de très très près. Il y a le rappel des allocations compensatrices, je n'y reviens pas, donc nous les avons votées. Ensuite, le taux de CFE unique sur notre territoire, puisque nous avions des taux communaux à l'époque des taxes professionnelles qui étaient différenciés, et l'objectif, le lissage du graphique nous le montre, c'était d'avoir des taux de CFE globaux qui se rejoignent. Ensuite, la taxe d'habitation. Regardez un petit peu ce qu'est devenu la décentralisation de messieurs Defer et Mauroy en 82-83. La France était jacobine, extrêmement centrée, c'est une réalité, et des décisions se prenaient pour l'essentiel au niveau de l'État. La décentralisation, si imparfaite aujourd'hui, mais néanmoins la décentralisation a permis de donner de l'autonomie au territoire. C'est ce qui s'est passé pendant 20 ans, avec des belles réussites et également des endroits où ça se passait un petit peu moins bien, pour différentes raisons. Je ne juge pas, je constate. Et ensuite, au fur et à mesure, dans ces 20 dernières années, on a totalement déshabillé la décentralisation. L'État est redevenu jacobin, les décisions sont prises, on enlève de l'autonomie. On avait à l'époque, je rappelle, en place la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie et la taxe professionnelle. Ces taxes étaient imparfaites. Un certain nombre de gens dans la taxe d'habitation, bien entendu, les bases dataient, ou du moins l'évaluation des logements de décennies avant, et n'étaient pas mises en adéquation. La foncière bâtie également, foncière non bâtie, et la taxe professionnelle que certains ont qualifiée il y a 25-30 ans, pour autant ils n'ont rien fait, en disant que c'était la taxe la plus imbécile qu'on avait en France, c'est-à-dire elle pénalisait les entreprises qui investissaient et elle pénalisait les entreprises qui embauchaient. Mais néanmoins, il faut bien que les collectivités, communes, intercommunalités, départements et régions aient un minimum d'autonomie. Or, toutes ces collectivités aujourd'hui sont quasi totalement dépendantes des décisions prises à Bercy par l'État, par les gouvernements successifs. Je rappelle que c'est un constat et ce n'est pas une polémique politique. Et donc, de la même manière, l'actuel président de la République, il l'avait promis, il a dit on enlèvera la taxe d'habitation. Sauf qu'on sait bien, l'histoire nous montre en France, dans notre pays, que lorsque l'État dit qu'il va compenser la recette aux collectivités locales et intercommunales, il ne le fait jamais, en tout
cas pas dans le temps, et c'est pas tenu. Pire que ça, on a mis en place des dispositifs que vous avez. Je ne sais pas si on peut projeter le tableau général du FPIC qu'on a tous les ans. Ce tableau est mis en ligne. C'est quand même assez extravagant de constater que tous les ans, depuis 2012, il y a une progression, j'allais dire, de la FPIC, c'est-à-dire de l'argent versé par nos contribuables locaux qui va dans un pot commun au titre de la solidarité des territoires. Et ainsi, il est prévu qu'il y ait 1 100 000 € arrondis qui soient ponctionnés sur nos recettes en 2022 pour une seule année, argent dont on aurait besoin. On est tous favorables à la solidarité, la moitié ça irait aussi, d'autant plus qu'il n'y a pas de critères, on ne les connaît pas, on l'a demandé plusieurs fois, en haut lieu et aux services fiscaux, on ne nous répond pas sur les critères. Quels sont les dispositifs de répartition de l'argent qu'on prend dans notre territoire pour, évidemment, des territoires qui ont besoin de solidarité? Je répète qu'on est d'accord sur le principe, mais néanmoins, les montants nous paraissent très, très excessifs. Et donc, en l'occurrence, il est proposé, la seule action que nous avons, c'est sur la taxe foncière bâtie et non bâtie, et la CFE. Nous avons la chance d'avoir des taux qui sont très inférieurs à la moyenne départementale, à la moyenne de toutes les autres intercommunalités, et donc il faut absorber la baisse de la DGF. La dotation globale de fonctionnement de l'État a baissé de 29,40% entre 2016 et 21%. Donc l'État ne garantit pas dans le temps, presque 30% de baisse. La dotation de groupement, moins 12%, et c'est des chiffres extrêmement importants. La hausse frénétique du FPIC, c'est 1 95 660 € versés en 2001. Et en plus, on a une baisse de la CVAE, alors qu'on a une volumétrie d'activité économique qui est absolument considérable, mais il y avait aussi l'effet Covid à ce niveau-là. Donc il est proposé dans ce cadre-là de fixer les taux pour 2022 de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 2,62%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 13,48% et la cotisation foncière des entreprises à 20,42%. Voilà. Qui souhaite intervenir? Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président, pour ce rappel. Nous souhaiterions avoir quelques précisions par rapport à l'estimation de la CVAE, qui est quand même très prudente, et vous l'avez souligné. La période Covid a évidemment infléchi la valeur ajoutée des entreprises, et on sait aujourd'hui que l'économie rebondit favorablement. Donc, nous interrogions sur la pertinence de ce chiffre qui est très prudent et évidemment qui fait peser le choix d'augmenter la part de la taxe foncière bâtie et de la taxe foncière qui pèse, elle, sur les propriétaires uniquement. Donc les taux sont modestes, certes, mais l'augmentation que vous proposez est de 48% pour cette quote-part qui ne constitue qu'une petite part de l'impôt, donc ce n'est pas aussi important, mais c'est bien les propriétaires qui seront affectés par cette augmentation. Et donc la question était de voir si on ne pouvait pas peut-être temporiser par rapport au redémarrage économique et aux perspectives plus heureuses de perception de CVAE, par exemple. Alors, les perspectives de ce qui nous est notifié aujourd'hui concernant la CVAE, on passerait de 2 862 000 € à 2 663 000. 200 000 € d'impact de moins. Et ce qui est proposé donc dans ces taux nous permettrait de corriger donc cet effet dû partiellement au Covid, mais également à d'autres choses. Deux, je rappelle ce que j'ai dit avant concernant les taux. Il faut savoir que lorsque, ce n'est pas les particuliers uniquement, c'est les entreprises,
Sur le taux de 2,62% sur les propriétés foncières bâties, c'est entreprises et particuliers. Or, c'est dans la colonne de l'intercommunalité et il y a d'autres colonnes sur la taxe foncière. Et donc, on a fait des estimations. L'impact est extrêmement mineur. Pourquoi? Parce que le taux de base qu'on avait est très inférieur à la moyenne départementale. Mais donc, j'ai répondu à votre question. L'impact aujourd'hui de la CVAE, c'est 199 564 € estimés. Mais on voit aussi que les estimations faites par les services fiscaux sont réajustées, quelquefois à la baisse, quelquefois à la hausse, mais en tout cas, c'est dans cette épure. Voilà pour la réponse. Je mets ce point au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. On peut passer donc au point suivant, qui est le budget primitif, je crois. Non. Ah non, c'est encore la fixation, les allocations compensatrices. Le 22, oui, je cherche, pardon. Ah oui, c'est la fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et pour la prévention des inondations pour l'exercice. Non, j'ai un petit truc différentiel ici devant les yeux. Donc la taxe GEMAPI a été mise en place aujourd'hui. Nous l'avions votée, je crois, en décembre. Une première délibération en janvier 2018, elle a été mise en place. D'autres territoires ne l'avaient pas mise en place. Et il faut donc revoter le principe d'une recette de 126 000 € pour l'année 2022, de telle manière à pouvoir cofinancer le travail qui est fait par le SMEAS sur notre territoire. Il y a des oppositions, des abstentions, c'est voté. Le point suivant, voilà, c'est le budget primitif. Alors, je me permettrai, comme le budget sera mis en ligne complètement et qu'il ne différencie quasiment pas de des orientations budgétaires, je rappelle que nous avions dans cette salle la présentation dans le domaine des orientations budgétaires qui a duré plus d'1 heure avec un débat important, chaleureux. Et donc, je reste juste dans les grandes lignes de la présentation. Pour le budget principal, vous avez le tableau de la balance générale qui est proposé, avec des totaux à hauteur de 20 069 000 €. Le budget annexe mobilité en dépenses-recettes pour 1 168 300 €. Vous avez ensuite le budget annexe de l'aire d'accueil des gens du voyage. Je le répéterai sans cesse, ce n'est pas normal que les gens du voyage ne payent pas une quote-part plus importante et que autant soit payé par notre collectivité, par la CEA et par les services d'État, 229 206 €. Nous avons ensuite le budget annexe de la ZA du Bruch de Maestratsheim, 2 569 100 €. Les ordures ménagères pour 1 85 100 €. Le budget annexe de l'eau potable pour 1 143 630 €. Et enfin, le budget annexe de l'assainissement pour 926 550 €. Vous avez le rapport du budget primitif qui est présenté dans ce fascicule, qui est très bien fait et qui fait 41 pages, où il y a tout en détail et qui reprend les grandes lignes de toutes nos orientations. Et comme nous avions bien débattu de tout cela lors des orientations budgétaires, je vous propose, après discussion, d'approuver le budget. Y a-t-il des interventions? Si tel n'est pas le cas, je mets ce budget au vote. Qui est favorable? Qui est contre? Abstention? 2 abstentions. Et ensuite, donc on a le point 24, René. Dans la délibération du numéro 24, donc je vous propose d'allouer une subvention pour l'Office du tourisme de l'ordre de 320 000 €. Alors, évidemment, le tourisme, c'était bien particulier ces dernières années. On sort depuis près de 2 ans, on est dans une pandémie d'ampleur mondiale et ça a évidemment entraîné pas mal de perturbations et de soucis au niveau du tourisme. Donc, dans ce contexte et en soutien à tous ces acteurs qui œuvrent dans le tourisme, la CCPO s'est engagée
en partenariat avec l'Office du tourisme et tous les socioprofessionnels du territoire dans une campagne de communication, vous l'avez vu, au cours de l'été, afin de promouvoir la ville d'Aubernais et les terres de Saint-Odile. Donc la CCPO et l'Office du tourisme ont également analysé ensemble la situation particulière du fonctionnement de l'association, eu égard à la crise sanitaire, donc, qui a pas mal perturbé les conséquences financières en matière de dépenses et de recettes, les aides perçues par l'Office du tourisme de la part de l'État, on a regardé tout ça, les évolutions en matière de trésorerie. Voilà, au vu du programme d'action 2022 de l'Office du tourisme, dont le budget prévisionnel s'élève à 571 000 €, au vu du débat sur les orientations budgétaires 2022, il est proposé d'attribuer à l'association Office du tourisme d'Aubernais et des environs une subvention de 320 000 €. Voilà. Bien, merci René. On a un territoire très attractif, toutes nos communes le sont. Faut-il rappeler également le grand succès du marché de Noël d'Aubernais, qui tous les samedis avait plus de 30 000 visiteurs qui sont passés par le pass sanitaire avec des pointes à 37 000. Et nous espérons tous, comme René le dit, évidemment, d'avoir un tourisme plus régulé, aussi plus vert, plus responsable. Et on travaille de ça avec notre office de tourisme intercommunal. Merci aussi à celles et ceux qui siègent au bureau et au conseil d'administration pour le travail qui est réalisé avec l'équipe professionnelle et les personnes bénévoles très impliquées. Le tourisme n'appartient à personne, il appartient à tout le monde et tout le monde le fait. C'est l'attractivité générale d'un territoire qui permet. Nous, on est en contact, que ce soit avec les restaurateurs, la gastronomie, que ce soit les producteurs, la mise en place de circuits courts, la promotion de tout ça. Et on apporte notre contribution et notre quote-part dans ce domaine. Subvention de 320 000 € avec les recettes que nous avons au niveau de la taxe de séjour, donc qui est formalisée automatiquement sur des plateformes et déclarée automatiquement. Nous étions la première intercommunalité en Alsace à mettre cela en place à l'époque. C'était il y a 10 ans déjà. Et donc ça fonctionne bien et on retourne donc une partie de cette taxe de séjour pour le budget général de l'Office de tourisme, où nous avons également des visions d'évolution en matière de fonctionnement. Merci à ceux qui font toute l'économie touristique de notre territoire et qui permettent surtout à des centaines de milliers de visiteurs de découvrir nos territoires comme nous le faisons nous-mêmes lorsque nous sommes touristes dans d'autres territoires. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition sur ce... Oui, pardon, vous voulez intervenir, allez-y. Oui, merci. Je souhaitais poser une question. Donc, l'enveloppe dédiée à l'Office de tourisme est relativement constante. On sait qu'il y a eu des changements au sein de l'Office de tourisme, notamment le départ de la directrice. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le fonctionnement futur de l'Office et le dimensionnement de son service? Est-ce que, en ce début d'année, on a de nouvelles perspectives? Oui, alors d'abord, nous avions tous remercié l'ancienne directrice Emmanuelle Conrad qui, après un temps d'une quinzaine d'années à Aubernais, d'abord au début dans l'équipe et puis ensuite en tant que directrice, a fait un très bon travail. Elle souhaitait, pour des raisons personnelles, s'orienter vers une destination plus personnelle et dans le domaine privé. Et deuxième chose, nous avons corroboré avec le président et le bureau le principe de prendre une compétence interne présente depuis de nombreuses années à l'Office de tourisme pour prendre la direction provisoire. Et 3, nous sommes aujourd'hui dans une situation de constater que le travail fait par cette personne est très très bon, comme quoi il faut toujours laisser la chance aux personnes qui sont déjà présentes. Et pour notre part, nous souhaitons évidemment vivement que cette personne continue de diriger l'Office de tourisme, sachant qu'entre-temps, un emploi d'apprenti a été... Enfin, je veux dire, une apprentie est venue renforcer, qu'il y a stagiaire et il y a une compétence nouvelle qui a été embauchée, au-delà de remplacer également la personne qui s'occupait de toute la partie comptable et gestion financière. Donc c'est très positif tout ça. René ? Oui, donc je siège, mais également Jean-Jacques Stahl siège avec moi au bureau de l'Office du tourisme. Il est vrai que c'est une bonne ambiance, ça travaille bien, il y a beaucoup de bonnes réflexions.
Nous sommes au niveau de la communauté de communes très associés aux différentes choses et nous allons au cours de l'année proposer un certain nombre de choses qui permettront vers la fin de l'année d'arriver à encore mieux faire. Voilà. On n'arrête pas de se dire on peut mieux faire et on s'y attelle tous. Donc merci en tout cas à tous ceux qui bossent à l'Office du tourisme et tous ceux qui font la promotion et tous ceux qui attirent avec leur bienveillance et avec leur belle capacité d'accueil à tous ceux qui attirent les touristes. Merci à eux. Eh oui, on ira sans doute vers une évolution également organisationnelle. Aujourd'hui, les offices de tourisme, j'avais été président de l'ADT en son temps, 2011-2015, et on voit bien qu'il y a des cycles très rapides sur tous les 4-5 ans où la promotion touristique, c'est un terme générique qui englobe tellement de choses, évolue sans arrêt. Tout simplement parce que nos modes de consommation, de temps libre et d'activités touristiques, les uns et les autres, évoluent également. Et donc, prochaine réunion prochainement pour faire évoluer aussi institutionnellement le statut de l'Office de tourisme, et on en reparlera. Des oppositions, des abstentions, merci à vous. Et les 2 points suivants, c'est Jean-Claude qui nous les présente. Donc, dans la prochaine délibération, il s'agit d'approuver la modification du plan numéro 3 du plan local d'urbanisme de Maestratsheim. La commune de Maestratsheim est dotée d'un plan local d'urbanisme depuis 2008 et c'est elle qui a désiré faire des modifications, somme toute mineures, de son PLU. Il s'agit notamment de modifier le règlement au niveau de la zone 1AUX, zone qui comprend sa partie, son aménagement artisanal, en modifiant la hauteur maximale des constructions, la norme de stationnement, augmenter le pourcentage d'espaces verts et modifier aussi quelques conditions liées au logement de fonction au sein de cette zone, en notamment diminuant l'espace réservé pour ces logements. Elle a désiré également supprimer la notion de tranche dans l'orientation d'aménagement et de programmation relative à cette zone d'activité artisanale, donc située à l'entrée est du village et actuellement en cours d'aménagement. Et enfin, en troisième lieu, elle a désiré faire évoluer les conditions d'urbanisation de cette zone 1AU au lieu dit am Altenbach, au sud du secteur urbanisé. Voilà, notamment en augmentant le seuil minimal d'urbanisation à l'entrée de la zone et en ajoutant à l'échéance de 2025 pour pouvoir initier l'urbanisation de la zone. La modification du PLU de Maestratsheim a été prescrite par arrêté du président de la communauté de communes en date du 14 juin 2021. Un commissaire enquêteur a été désigné le 30 juillet 2021. Les insertions légales ont été effectuées et vérifiées par le commissaire enquêteur. L'enquête publique s'est déroulée sur une période de 33 jours consécutifs entre le 15 octobre et le 16 novembre 2021. Le commissaire enquêteur a bien évidemment reçu les observations du public. Le dossier de projet a été transmis aux personnes publiques associées. Et donc, en date du 13 décembre 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve à la modification du PLU. L'ensemble de ces documents vous ont été transmis par les services de la CCPO. Voilà. Donc, pas de commentaires particuliers. Donc, le Conseil de communauté est appelé à approuver la modification numéro 3 du PLU de Maestratsheim. Merci Jean-Claude. Nous sommes passés en PLUI, donc en révision avec évidemment des séquences très importantes de travail. Cette séquence pour l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme de Maestratsheim montre bien l'équilibre subtil qu'on a mis en place, mais l'équilibre qui repose sur un respect. On a dit dès le départ, notre PLUI, quand la loi nous l'a imposé, restera la conséquence,
j'allais dire, si je puis dire, de l'expression de chacune des communes pour son territoire, avec un tout qui s'inscrit dans un réel territoire comme les terres de Sainte-Odile. Et ça, cette partie-là, nous validons et nous avons validé tous les principes arrêtés, entre guillemets, souverainement par la commune de Meistrasheim, et c'est bien ainsi. On s'entend, il ne s'agit que d'une modification X, et non pas d'une révision générale où le travail sera plus ardu. Mais je tenais à rappeler ça, c'est l'état d'esprit que nous souhaitions sur notre territoire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, c'est adopté. Le point suivant. Donc ensuite, il s'agit d'adopter le contrat de relance du logement ou de donner plutôt un avis de la communauté de communes. Dans le cadre de France Relance, le gouvernement a mis en place une aide à la relance de la construction, dotée de 350 millions d'euros sur 2 ans, afin de soutenir et relancer la production de logements neufs. Pour l'année 2022, le gouvernement a souhaité faire évoluer le dispositif, je dirais hélas, en ciblant les projets de construction économe en foncier, à savoir les projets éligibles à la subvention sont des projets où le permis de construire a été accordé ou sera accordé entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, et donc une période quand même relativement courte et surtout avancée, et subventionner des opérations de 2 logements au moins présentant une densité minimale de 0,8. Alors c'est un peu technique, mais pour vous donner un exemple pratique, il s'agit d'une construction avec un surface plancher de 400 m² sur un terrain de 320 m² ou de 3 arts 2. Ce qui veut dire qu'on construit plus de surface de plancher que nous n'avons de surface foncière. Ce qui veut dire que dans nos petites communes, dans nos communes avoisinantes, on peut juste oublier la subvention. Ça ne peut exister qu'en milieu urbain ou dans en remplissant une dent creuse, éventuellement en utilisant peu de terrain et en construisant surtout en hauteur pour augmenter la surface de plancher qu'on peut avoir. Donc j'ai cherché pour ma commune des projets qui pourraient être éligibles, j'en ai pas trouvé. Et Dieu sait que vous savez bien qu'à Innenheim, on construit l'Argamanu, ça construit bien, et j'en ai pas trouvé, parce que j'en ai aucun qui respecte les conditions. Ensuite, le montant forfaitaire de la subvention est de 1 500 € par logement. Là aussi, je m'interroge. 1 500 € par logement pour la commune. Je pense que c'est pour la commune. Oui, j'ai bien compris que c'était pour la commune. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir 1 500 € sur un logement, qui en coûte probablement 100 fois plus, probablement. Donc voilà. Mais enfin, bon, ça a le mérite d'exister, peut-être. Alors, les services d'urbanisme d'Aubernais m'ont dit qu'éventuellement, la restructuration de l'hôpital d'Aubernais pourrait rentrer dans ce domaine, et à condition que le permis de construire soit déposé, je vous le rappelle, avant le 31 août 2022, parce que là aussi, il y a un critère complémentaire. Voilà. Donc, c'est gentil encore de la part du gouvernement de nous proposer des subventions qui sont difficilement applicables par tout un chacun. En tout cas, très restrictives. Voilà, monsieur. Merci Jean-Claude. Alors, ça mériterait un débat en soi. Et puis, tous ceux qui sont avertis dans ces domaines-là, il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourra d'ailleurs le dire le soir lors de commission, mais en tout cas pas ce soir. Mais néanmoins, quelques points. Les plans de relance se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque fois qu'il y a une crise, on a des plans de relance et on oublie d'abord, une majorité de nos concitoyens oublie une chose, c'est juste de la dette en plus. C'est juste de la dette en plus. Ce dispositif, c'est de la dette en plus. Depuis le début de ce quinquennat, 430, 450 milliards de dettes en plus, dont une partie Covid, bien entendu, mais néanmoins. De temps en temps, dans des instigations émises par le gouvernement et donc par les services fiscaux, il y a de temps en temps des bonnes incitations. 3, le fait de mettre ce dispositif en place de septembre 2021 à août 2022
nous permet hypothétiquement, j'imagine, on en a parlé en interne à Aubernais, est-ce qu'un projet au centre-ville est éventuellement éligible? C'est pas certain du tout. Mais par contre, s'il l'avait fait juste sur 6 mois en arrière, nous aurions été éligibles, la ville d'Aubernais, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je dis bien à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, multiplié par 1500 pour ce qui a été réalisé. Donc nous, on n'a pas, on verra au niveau des communes. Ce qu'il est proposé ce soir, c'est de prendre acte. Dans l'hypothèse où il y avait une opportunité, nous ne sommes pas assez stupides pour passer à côté. 1500 €, c'est 1500 € pour un logement. Il va falloir trouver, mais c'est dans un délai très très court, puisque septembre 2021, août 2022. Et troisième chose, par contre, on se pose vraiment des questions de saupoudrage de dispositifs de ce type-là. Sans doute que c'est fait pour certains endroits. Je n'ai pas d'arrière-pensée quand je dis ça, mais ça doit servir à quelqu'un, à quelque part, peut-être, je n'en sais rien. Donc je le dis avec beaucoup de prudence, mais peu importe. On aimerait bien que les plans de relance, de temps en temps, soient complètement orientés vers l'essentiel. Deuxième point, ce que j'aimerais bien dire, le débat qu'on a récurrent sur le Piémont des Vosges, dans nos communes, partout, on se rend bien compte qu'on a une attractivité de notre territoire qui ne cesse de progresser. Je me permets juste de parler d'Aubernais, où on a 9500 emplois. Nous accueillons 6800 personnes qui viennent travailler à Aubernais. Le nombre de demandes de personnes qui veulent s'installer à Aubernais, logement, achat ou location, ou dans les communes environnantes, n'arrête pas de progresser. 2, nous sommes dans un paradoxe total. L'artificialisation des nouvelles zones est totalement interdite. Heureusement que nous avons résorbé, et dans vos communes aussi, une majorité de dents creuses. Il en existe encore quelques-unes, mais ça appartient à des propriétaires privés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi des densifications et restructurer les cœurs de ville comme nous le faisons. Et la troisième chose qui est extrêmement compliquée aujourd'hui à gérer dans la foulée de ceci, c'est j'allais dire, cette différenciation du nombre de personnes qui souhaitent s'installer et toutes les lois qu'il y a. Nous adhérons aux principes philosophiques, y compris à des éléments de la loi climat et résilience. Mais il y a un paradoxe total d'expression dans cette loi qui va mettre à mal l'économie du bâtiment d'une part et d'autre part l'offre de logement qui est nécessaire eu égard à la démographie dans notre pays, pas forcément dans tous les territoires, mais dans certains, dont les nôtres. Et puis le dernier point que j'aimerais évoquer, nous étudions, et c'est complet, j'en ai déjà parlé, il y a aussi une augmentation considérable du nombre de logements. Le nombre de logements vacants, il est stable. Ce n'est pas le débat de ce soir, on y reviendra, mais néanmoins, il faut qu'on aille plus loin dans nos communes et intercommunalités, mais nous n'avons que peu d'outils juridiques pour contraindre les propriétaires de logements vacants à les mettre sur le marché, pour les vendre, soit pour les restaurer, pour les louer, si c'est nécessaire. On en a besoin, puisqu'on n'a pas l'offre de logement suffisant et de maisons d'habitation. Et la deuxième chose, c'est la montée en puissance des logements mis à disposition de l'activité touristique par les plateformes numériques. Vous avez tous en tête l'un des opérateurs ou quelques autres. Là, nous sommes en train de travailler, mais c'est très complexe juridiquement pour faire face à ça et essayer de réglementer. D'autres villes et communes se sont déjà attachées à cela pour que dans les mois qui viennent, nous puissions avancer. Permettre la libre expression, j'allais dire, de tout propriétaire pour disposer de son bien est une chose. Collectivement, devoir assumer, nous, les élus locaux, le fait que trop de logements soient mis en location trop longtemps dans l'année, uniquement pour des activités touristiques qui sont évidemment de 2 à 5 fois plus lucratives qu'un loyer standard, tout le monde l'aura compris. Là, il faut que l'action publique intervienne pour réguler, pour voir jusqu'où ne pas aller à ce niveau-là. C'est un débat qui viendra, donc je ne sais pas quand, ce printemps, mais d'abord il nous faut tous les éléments juridiques sur ce point-là. Et je vous propose donc de donner un avis favorable au contrat de relance donc, du logement. Oui, Madame Edel-Laurent, oui. Oui, je souhaitais intervenir, puisque tout comme Jean-Claude Julie, j'ai également fait le travail pour savoir si à Aubernais, des logements pouvaient être concernés. Donc,
Dans le passé, j'ai trouvé uniquement les opérations du cœur de ville au cœur d'Aubernais supérieures à 0,8 en densité, je rappelle, donc superficie du terrain divisée par la superficie de plancher. De nouvelles opérations qui arrivent, notamment par exemple celles sur le garage russe, ne seraient pas éligibles, elles sont inférieures à 0,8. Et en ce qui concerne notre groupe, pardon ? J'ai peut-être mal lu, oui, mais en tout cas, les coefficients que je citais sont avérés. Et donc, en ce qui nous concerne, nous estimons que ce n'est pas forcément le seul critère à prendre en compte pour un plan de relance, cet aspect de densité. Et en ce qui nous concerne, nous voterons contre ce point. Bien sûr, mais de toute façon, l'essence, c'est de dire, est-ce que nous votons contre un point lancé par le gouvernement, s'il y a une opportunité, pour Aubernais sans doute pas, mais pour une des communes, au cas où, etc. Donc, à mon avis, vous vous trompez de vote, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il ne s'agit pas du tout du débat de la densification, de la moindre densification de la ville d'Aubernais, ce n'est pas du tout le débat. Donc, je mets ce point-là au vote, qui est favorable à accepter le principe. Voilà. Et donc, vous votez contre, c'est très bien. Merci à vous. C'est le débat sur la protection sociale complémentaire. Vous l'avez vu, je crois, dans toutes les communes. Donc, je n'insisterai pas là-dessus. C'est juste de prendre acte. D'abord, dans toutes nos communes, nous fonctionnons comment avec nos agents? Nous fonctionnons avec bienveillance et exigence. On le fait ça tous les jours et depuis des décennies. Et avec beaucoup de bon sens, avec de la proximité, et c'est les uns à côté des autres et pas les uns au-dessus des autres. Nous écoutons nos agents et sommes très respectueux, mais également exigeants pour l'action publique. Et la deuxième chose, ce dispositif qui est proposé, c'est tout simplement de rentrer dans un débat complémentaire, mais nous faisons déjà à peu près tout, au niveau de l'intercommunalité comme dans nos communes, point qui a été voté partout, pour un dialogue social complémentaire, y compris sur la protection. Mais comme nous avons tous dans nos communes et à l'intercommunalité déjà un fort taux de protection et de prévoyance, donc il n'y aura pas rien de particulier, mais il faut être dans le dispositif, et j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition à cela. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Et puis, il y a donc les deux questions qui avaient été posées par votre groupe, Madame Edel. L'un concernant donc la convention tripartite avec le Club des Dauphins. Donc, on l'a envoyé évidemment à tout le monde. Oui, nous avons relancé, puisque nous avions posé la question au mois de juin l'année dernière. Nous avions réécrit au mois de décembre l'an passé. Donc, nous avons obtenu la réponse et nous en sommes donc satisfaits, ce qui nous permet effectivement de savoir quel est l'enjeu financier pour le Club des Dauphins, donc le loyer versé pour pouvoir utiliser l'équipement aquatique. Très bien. Donc le Club des Dauphins est un grand club dont la ville d'Aubernais est d'ailleurs un cofinanceur important dans son fonctionnement. Sera proposé les subventions de fonctionnement encore des associations. Je regarde Marie-Christine, Isabelle également. Et donc d'une part, et deuxièmement, nous avons travaillé avec Recrea pour une convention qui a été signée par le président, bien entendu. Et c'est l'occasion aussi pour féliciter ce club sportif de natation, non pas seulement, j'allais dire, pour les champions, qui à l'heure actuelle se distinguent, mais également pour toute la communauté et pour ce que fait le Club des Dauphins. Donc c'est très bien. Deuxième point, vous avez le rapport, rapport quinquennal, ça je vous ai répondu. Il sera présenté au mois de juin, merci, comme tous les ans. Je pose la question. Voilà. Oui, allez-y, posez la question. Non, mais oui, vous avez répondu, je l'avais évoqué tout à l'heure. Voilà, je l'ai déjà dit avant. C'est bon. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Et puis, donc, nous avons travaillé aussi, de temps en temps même entre midi et deux, à un journal d'information, ça fait longtemps qu'on n'en a pas distribué, que vous voyez aussi en projection, sur la communauté de communes, journal d'information, qui notamment évoquera les nouvelles solutions de tri pour les biodéchets dont nous avons voté le principe et d'autres points de notre intercommunalité. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il est 21h08.
C'est dense, c'est intense, mais c'est passionnant, c'est exaltant. Nous faisons un bon travail sur ce territoire dans un esprit extrêmement enthousiaste. Merci à vous et très bonne soirée et à bientôt.